Mais ma mère est quelqu'un d'assez malheureusement un peu dépressif et en fait mon père a allègrement trompé ma mère plus d'une fois, hein, donc voilà, bref, passons les sujets. Elle a 2 ans moins que moi, mais j'ai appris que j'avais une demi-sœur, j'avais 7 ans. Donc bon, en faisant avant, elle avait déjà 5 ans. Donc voilà, toujours eu une belle vie. Après, j'ai souffert de mon obésité, de mon surpoids enfant. Ça devait être en 2018. Je sortais d'un magasin, je m'étais acheté un paquet de gâteaux. Et une dame qui m'a jugée, qui m'a regardée, qui m'a dit ah, mais pourquoi vous achetez un paquet de gâteaux, vous êtes vus, c'est une honte. J'avais lui dire mais en fait si j'ai envie de m'acheter un paquet de gâteaux ce n'est pas ton problème. Elle a dit ça. Oui, oui, tout à fait, oui, ça arrive encore des gens aujourd'hui qui font ça, hein, et ça arrive dans tous les cas. Hein. En fait avec les entorses je suis remontée à 134, donc ça c'est le poids maximum que j'ai fait avant l'opération. D'accord. Donc ça c'était en juillet. C'est pas d'être comme les autres mais d'être avec les autres, c'est-à-dire de pouvoir me dire que quand je cours, quand on va faire un exercice de sport, de pas me toujours être derrière parce que j'arrive pas à courir aussi vite. Ouais. J'ai un peu l'impression d'être une huître, tu vois, j'ai un peu cet effet là à un moment je vais être ouverte et je vais être là, y a la perle qui est là, tu vois, et qu'on va saisir. Et puis il y a des moments où en fait, je vais voir quelqu'un venir et je me referme. Ouais. Et tu dis oh. Histoire de ouf. Bonjour à tous et bienvenue sur HDO, Histoire de ouf. C'est notre 2e épisode aujourd'hui et j'ai l'honneur cette fois-ci d'accueillir parmi nous Alice. Merci, c'est très gentil, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Comment te sens-tu? Ça va. Plutôt en forme, ça va, même avec quelques petits couacs, mais sinon ça va. Une matinée plutôt catastrophique, tu disais avant d'arriver. Je suis un peu en mode Pierre Richard ces derniers temps. Je me suis fait une entorse à la cheville, voilà. Et ce matin un peu catastrophique, donc quand j'ai décidé que j'étais un peu Pierre Richard, je me fais tout tomber, mais bon, pas grave, ça fait partie des aléas de la vie. Tu t'es dit j'arrête ou je continue quand même? Toi t'es du genre à continuer? Non, je continue quand même parce que dans tous les cas, la journée elle va passer, puis au fur et à mesure de la journée, le Pierre Richard va partir parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des matinées comme ça où t'as décidé de faire la cuisine, t'as décidé de faire des trucs, il n'y a rien qui va comme tu veux. Bon, ça m'arrive assez régulièrement, c'est juste que j'ai tendance à être un peu sous lait et à m'énerver, donc c'est je pense que ça un peu mon problème de caractère. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, j'imagine bien. Mais alors, toi, tu m'as dit que c'est pas la première fois du coup que tu avais une entorse, c'est la 3e fois, ouais. C'est ça? Oui, 3e. Je pense que c'est une fragilité, c'est dû à mon poids déjà. Bon, même s'il y a eu des changements de ce côté-là, mais c'est surtout. C'est dû à une fragilité en fait. Une fois que tu as fait une entorse à la cheville, c'est répétitif. Si tu fais pas attention, tu vas avoir des fragilités. En fait, tu as 5 tendons dans la cheville. Et moi, j'en ai un déjà qui est parti, donc qui a craqué. Donc tu peux faire des opérations au niveau de la cheville. Ça se fait aujourd'hui. Mais bon, après, voilà. Donc bon, je vais avoir des examens pour voir le problème parce qu'effectivement, 3 entorses en 11 mois, ça fait beaucoup. Le poids n'aide pas pour la récupération d'une entorse. D'accord, très bien. Toi, tu as commencé un parcours quand même du combattant pour lutter contre l'obésité. Il n'y a pas d'autre terme, c'est l'obésité. Hein. Il n'y a pas d'autre terme, ça s'appelle comme ça. Hein. Alors, ça peut être une maladie chez certains, ça peut être des problèmes génétiques chez d'autres, ça peut être même tout simplement des problèmes d'alimentation. Voilà. Donc j'ai entamé une lutte contre ça, pas forcément par conviction, pas dans le fait où je me suis jamais sentie mal d'être obèse, mais surtout par raison de santé. Arrivé à un moment de ta vie où je suis encore jeune, j'ai pas encore 30 ans, donc il fallait trouver une solution, essayer d'avoir quelque chose qui pouvait arrêter cette prise de poids qui était importante. Et voilà, après j'ai fait mon parcours. Tu pesais combien? Le max que j'ai fait, c'est en juillet 2018, je suis montée à 154,4 kg. Et comment t'expliques cette prise de poids? Est-ce que c'est parce que tu t'es réfugiée dans l'alimentation? Est-ce que c'est parce que c'est tout simplement génétique? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a mené à ce poids? Plusieurs choses. Alors le génétique, je ne sais pas, je suis censée avoir des résultats. Donc en fait, j'ai fait des examens médicaux au mois de mai dernier. Et donc c'est 6 mois d'analyse sanguine et d'analyse ADN pour avoir les résultats du génétique. Donc je suis à 6 mois, j'ai pas encore les résultats pour le moment, c'est en cours. Donc je ne sais pas si c'est génétique ou pas. Après, ma famille, en tout cas du côté de mon papa, ont eu des problèmes de surpoids. Pratiquement tous. Ma cousine Germaine est en cadre d'obésité, ma petite cousine est en cadre de surpoids. Donc
Je pense que voilà, ma grande cousine a eu la même opération que moi, donc j'ai une opération bariatrique. Donc oui, je pense qu'il y a du génétique. Après, en fait, j'ai toujours été en surpoids depuis l'enfance. Depuis que je suis en primaire, hein, des photos de moi de CP, de scolaire de CP, je suis en surpoids. Ouais. Voilà, alors la par chance c'est que bon, à l'école, donc c'est la chance quand même d'avoir certains avantages dans notre système scolaire, c'est qu'on force les enfants à faire du sport. Et donc moi j'ai même fait du sport à côté, donc je faisais beaucoup d'activités sportives, donc j'ai toujours été sportive. Donc ça t'a pas empêché de faire du sport? Ça m'a pas empêché de faire penser, être obèse ne signifie pas forcément pas du tout. Arrêter le sport. Ah non, totalement, ça ne signifie pas du tout ça. Non, moi j'ai toujours été sportive jusqu'à l'université, et c'est l'université qui m'a fait arrêter le sport, pour la simple et bonne raison que j'allais à la fac loin. Ouais. Donc moi j'ai fait ma fac à Marne-la-Vallée alors que j'habite dans le 92, donc ça faisait un gap, hein. Voilà, donc je mettais 1h30 de transport, donc c'est plutôt ça qui m'a fait arrêter l'activité sportive, par manque de temps et le fait que j'ai énormément de travail à l'université. Mais sinon moi j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été sportive, j'ai fait du basket, j'ai fait je suis très nageuse, j'ai fait de la natation pendant plus de 10 ans, j'ai fait 5 ans de plongée sous-marine, j'ai fait 3 ans de basket. Donc non, c'est pas voilà, mais c'est juste que en arrêtant le sport et effectivement en ayant une mauvaise alimentation, parce que en fait finalement le sport aide, mais ce n'est pas la solution, le sport. C'est l'alimentation surtout. À quel ratio tu dirais? Donc 80% alimentation, 20% sport? Après c'est dépendant de chaque personne. Je ne peux pas dire un ratio. La plupart des personnes disent que, en tout cas quand tu fais un coaching sportif, quand tu vas voir des gens, ils disent que c'est 70-30. En moyenne c'est 70% l'alimentation, 30% le sport. Après, c'est vraiment différent à chaque personne. Moi je pense que le ratio était à peu près comme celui-ci. Mais quand j'ai commencé à ma perte de poids, c'était plutôt 50% sport, 50% alimentation. Alors oui, j'ai fait un effort sur mon alimentation, mais pas non plus énormissime. Et donc du coup, oui, ça a été plus... Le sport, à un moment, m'a aidé, mais en fait, le sport a ses limites. Et en tout cas, un discours que m'a dit mon chirurgien, c'est qu'une personne à peu près, donc une personne en obésité, à partir du moment où ton corps s'est habitué, donc moi, je fais à peu près 4 heures de sport par semaine actuellement. Ok. C'est énorme, c'est bien. Ça fait beaucoup. Donc je fais 4 heures de sport par semaine. J'ai arrêté de manger. Hein. Pour donner une idée, un paquet de pâtes de 250, de faire 500 grammes. D'accord. Moi j'en mangeais la moitié. Et pour avoir la quantité d'apport, tu multiplies par 2 quand tu cuis. Donc du coup ça faisait l'équivalent de 500 grammes de pâtes. Sachant qu'une personne normale, quand tu manges des pâtes, ce que les diététiciens définissent, c'est 150 grammes. Ouais, donc du coup, t'étais à 3 fois plus, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Et tu mangeais pas de légumes à côté, pas de protéines. Voilà. Aujourd'hui, je mange... C'était pas équilibré. Voilà, tout à fait. Alors que maintenant, je mange à alimentation normale. Je mange 50 grammes de pâtes à peu près crues. Donc là, t'es en dessous finalement des recommandations. Mais maintenant, j'en mange... Non, c'est en fait 150 grammes crus. 50 grammes crus. Qui fait peu près 150 grammes cuits. D'accord. Voilà. Okay. Donc voilà, en fait, tu multiplies presque par 3 la quantité de pâtes crues. Voilà. Donc c'est vraiment des ratios un peu bizarres, mais pour le coup, voilà. Donc j'étais vraiment partie dans des extrêmes de l'alimentation. Et comment est-ce que tu t'es retrouvée à partir dans cet extrême-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu te retrouves on peut le dire, à consommer de façon démesurée, hein, puisqu'on n'a pas de tabou ici, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Je sais pas s'il y a vraiment de raison. J'avoue que non, je mangeais par plaisir. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé manger. Et puis tu arrives à un stade où comme plus tu manges, plus tu grossis, et plus ton estomac devient hyper laxe. Un estomac normal humain fait 500 millilitres, d'accord. Quand tu manges, ton estomac peut grossir jusqu'à 4 litres. Mais quand ton estomac est distendu, moi c'était le cas, c'est pour ça que je faisais un très bon cas pour la chirurgie, ton estomac est en fait à 1 litre. Donc du coup j'étais arrivée au stade où oui, mon estomac est grossi, donc du coup en fait j'étais jamais rassasiée. J'avais toujours la sensation de faim, j'avais toujours besoin de manger, je mangeais très vite, je mange encore parfois trop vite, mais de toute façon maintenant j'ai plus le choix. Mais voilà, donc du coup c'est vraiment... Et après je pense oui, il y a du psychologique, il y a du familial, il y a du psychologique, il y a du manque de confiance, il y a... voilà, après je pense qu'il y a énormément de choses qui rentrent dans l'alimentation, et si moi j'ai en plus du génétique, ça n'aide pas. On remarque quelque chose quand on t'entend parler, c'est que tu sembles avoir une fine connaissance de ton corps, une fine connaissance de
de la nutrition. Est-ce que c'est ton obésité qui t'a permis de comprendre aussi bien ton corps et de comprendre surtout la nutrition, comment est-ce que ça fonctionnait? Oui, parce que c'est moi. Alors après, c'est moi qui me suis renseignée sur ça, pour la simple et bonne raison que de toute façon, donc, quand tu décides de faire une opération chirurgicale, euh, en fait, pour moi, l'opération chirurgicale, je ne voulais pas la faire au départ. Ouais. J'ai toujours été contre. Pas parce que j'y croyais pas ou parce que je voulais pas y aller, non, juste parce que pour moi, une personne qui va manger 500 grammes de pâtes et qui va dire bah, tiens, aujourd'hui je vais me faire opérer, très bien. Si elle n'a pas appris, si elle ne prend pas les connaissances de savoir comment bien manger, ce qu'il ne faut pas manger surtout. Alors, je dis pas que je suis une science infuse là-dessus, je fais encore des erreurs et je pense que toute personne, on est tous humains, donc des erreurs, on en fait tous. Mais oui, moi aujourd'hui, j'ai surtout appris à savoir ce qui n'était pas bon. Donc moi, j'ai eu des suivis nutritionnistes, diététiques, et j'essaye de retenir quand même ce qu'ils me disent, hein, parce que voilà, moi, le jour d'un suivi diététique, une personne qui fait 178 kilos et qui te dit ah oui, c'est vrai, c'est normal, sur la courbe des aliments qu'il ne faut pas manger, on ne voit pas les bonbons. Une personne qui fait 170 kilos et qui parle de bonbons, pour moi, n'a pas une bonne réflexion. Les sucreries, par exemple, c'est quelque chose, moi, pratiquement... Alors, je mange, par exemple, du chocolat. Oui. J'en mange encore. J'aime beaucoup le chocolat. Mais, par exemple, les bonbons, moi, c'est quelque chose qui pas du tout un attrait. Là, on vient de passer la période d'Halloween. Moi, les bonbons, c'est pas du tout un attrait qui m'attire. Oui. J'aime manger sucré, oui. J'aime manger, hein, je vais pas dire le contraire. Mais donc, du coup, j'ai quand même appris à réfléchir. J'ai quand même retenu les leçons les leçons de mon obésité, les leçons de mes erreurs. Et en fait, avant de faire des démarches, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans... C'est aussi du réapprentissage et se poser les bonnes questions sur la manière de manger, la manière dont on a de se nourrir. Et mine de rien, c'est des choses, moi, je me suis posé ces questions-là. Et je me suis fait ces réflexions-là. Parce que j'estime, enfin, en tout cas, c'est mon estime de soi, parce que je ne juge pas les personnes qui fonctionnent différemment. Mais moi, en tout cas, j'avais besoin de comprendre et de faire les choses en réfléchissant. Ok. Et donc, ce qui t'a permis de te poser ces questions-là, finalement, en tout cas d'y répondre, c'est donc, tu le dis, le personnel médical, les nutritionnistes, les diététiciens et toutes les personnes qui t'ont accompagné, mais surtout tes propres recherches. Ouais, en fin de et compte. moi, ouais. Et tes recherches, tu les menais comment? Tu allais sur Google, il y avait tu allais plutôt sur les réseaux sociaux, c'était quoi ta manne d'informations finalement? Ma manne d'informations, non, est plutôt venue du corps médical, en premier lieu. Donc en fait, j'ai eu plusieurs suivis. En fait, j'ai fait différents. Avant de vraiment me lancer dans le suivi que je fais actuellement et que j'ai fait depuis le mois de mai dernier, enfin le mois de mars dernier. J'ai surtout eu pas mal d'échanges avec le corps médical. Donc, j'avais déjà fait une journée en hôpital de jour à Ambroise Paré en 2019, pardon. Donc là, il te donne un livret, il t'explique un peu les règles alimentaires. Après, je pense que y a moi qui aime cuisiner, donc du coup forcément j'adore cuisiner, donc tu te poses aussi des questions de comment faire la cuisine. Mais non, c'est vraiment surtout le corps médical. Et puis après, des choses qui finalement, je pense, paraissent du bon sens, quoi. Enfin, c'est même pas une question de recherche, c'est qu'à un moment, c'est du bon sens. C'est pas que voilà. Et puis même, t'es forcément influencé. Je pense qu'on est forcément influencé par les réseaux sociaux. Moi, je tire énormément de recettes de cuisine des réseaux sociaux. J'adore regarder des émissions de cuisine, en particulier Top Chef ou plein d'émissions de ce style. Je regarde même Très Très Bon, qui est une émission sur Première, c'est ça. Donc il y a vraiment plein de choses, je m'en suis inspirée vraiment de tout ce qui m'entoure. Donc plein d'émissions culinaires, de plein de choses. Et donc du coup finalement c'est en voyant ces émissions, en écoutant des chefs parler, en écoutant... en fait tout ça fait que c'est... En fait je pense que c'est vraiment divers, ça vient de partout. Enfin, je pense que c'est vraiment des choses qui me sont venues de tout et n'importe quoi. Et donc du coup, je pense qu'il y a pas vraiment d'influence. Le corps médical qui a été une grande partie, mais aussi les émissions, les réseaux sociaux, ce que je regarde, ce qui m'intéresse. Comment est-ce que tu as eu le déclic, si on peut parler de déclic, ou peut-être de processus? Je ne sais pas de quelle façon tu as pris la décision de reprendre ta santé en main, si je puis dire. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un déclic déjà, ou c'est plutôt un processus progressif qui s'est mis en place? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Si je reviens aux premières étapes, il n'y a pas eu forcément de déclic.
J'étais très défaitiste sur mon poids. Je pense que c'est surtout mon entourage qui m'a aidée. Mon entourage m'a fait pas mal réagir, m'a pas mal aidé. Alors, selon les personnes, ont eu des réactions différentes, mais surtout mon entourage. Ensuite, même moi, un peu quand même, parce que j'arrivais à un stade où mon poids c'était devenu plus un handicap, j'avais du mal à monter des escaliers, c'était poussif, enfin voilà, quand je vois des photos de moi encore aujourd'hui, je suis en mode, ah oui, j'étais à ce poids-là, ouais, c'est vrai. Mais c'est surtout, il y a eu ça, donc ça a été l'entourage, ça a été moi aussi, voilà, quand même un peu. Donc ça a été vraiment le début. Ensuite, ça a été la motivation de moi-même, parce que quand j'ai commencé à me mettre au sport, là, ça a été, finalement, c'est venu de moi, parce que j'ai aimé ça. Ouais. Et donc là, ça a été la motivation de moi, puis la motivation personnelle d'avoir un voyage. Le sport, t'as aimé ça tout de suite? Ça a été dur. Franchement, à la première séance, j'ai souffert. Hein. T'es sortie de ta zone de confort, il fallait vraiment... Je suis sortie de ma zone de confort parce que quand je voyais ma famille et mon entourage me dire mais Alice, fais quelque chose, c'est pour toi, pas pour ta santé, fais quelque chose, c'est quelque chose. Tu l'entendais? Tu voyais pas ça comme un reproche à ce moment-là? Oui et non. Ok. Tu l'entends, oui. Le prendre en compte, c'est différent. Dans le sens où, finalement, le rapport au poids, c'est vraiment quelque chose de très personnel. On voit les autres, on voit le regard des autres. Hein. Moi, j'ai quand même eu, j'ai eu toute mon adolescence, mais jusqu'à aujourd'hui, des insultes par rapport à mon obésité, par rapport à mon poids dans la rue, les gens qui te regardent, qui te jugent. Moi, je me souviens d'avoir acheté, ça date pas si longtemps que ça, ça doit être en 2018. Je sortais d'un magasin, je m'étais acheté un paquet de gâteaux. Et une dame qui m'a jugée, qui m'a regardée, qui m'a dit « Ah, mais pourquoi vous achetez un paquet de gâteaux? Vous êtes vus, c'est une honte. » J'avais lui dire « Mais en fait, si j'ai envie de m'acheter un paquet de gâteaux, ce n'est pas ton problème. » Elle a dit ça? Oui, tout à fait. Oui, ça arrive encore des gens aujourd'hui qui font ça. Et ça arrive dans tous les cas. Malheureusement, oui, il y a des gens qui... C'est absurde. Ah, mais totalement. Mais donc, du coup, finalement, ce genre de regard heurte déjà. Mais après, moi, j'ai toujours assumé mon poids. J'ai jamais eu de problème avec ça. Après, c'est plutôt le regard de mes proches qui m'ont fait réagir et qui m'ont, de dire, en fait, à un moment, il faut avancer vers quelque chose. C'est une question de santé aussi, mine de rien. J'ai de la chance aujourd'hui de ne pas avoir de problème de santé par rapport à mon poids, parce que beaucoup de personnes ont des problèmes de santé par rapport à une obésité importante. Donc j'ai de la chance d'être jeune et de ne pas avoir de problème et de ne pas avoir de séquelles. Donc j'espère ne pas en avoir dans le temps. Je ne sais pas, on verra ça. Mais effectivement... Après, il y a eu donc la prise de sport, donc ça a été difficile. Mais oui, j'ai aimé ça. Puis finalement, de reprendre une activité professionnelle, parce que j'ai commencé le sport sans activité professionnelle. C'était un choix personnel. J'avais envie de me mettre à la perte de poids. En fait, j'ai décidé après l'université, à la fin après avoir été diplômée, de me dire voilà, là tu prends du temps pour toi, tu trouves pas un boulot tout de suite, tu prends du temps pour toi pour perdre du poids, pour te lancer là-dedans. Ah oui, donc tu t'es complètement consacrée à ta perte de poids. Ouais, j'ai été diplômée en septembre et j'ai quand même j'ai terminé mon apprentissage en septembre et j'ai commencé le sport fin novembre. Donc j'ai remis un peu de temps à m'y mettre. D'accord. Donc de septembre à novembre, parce que tu travaillais pas, tu étais consacrée... octobre-novembre, j'ai mis un peu de temps. J'ai essayé un peu toute seule de mon côté, mais puis finalement, j'ai essayé de prendre un coach. D'accord. Et c'est la période où j'ai pris un coach qui m'a motivée. Donc finalement d'avoir... Alors c'est un peu mon fonctionnement sur certaines choses, d'avoir quelqu'un un peu derrière moi pas qui me surveille, mais qui m'accompagne. En fait, j'ai envie et qui va avoir une image de moi. J'ai envie de lui prouver que je peux faire les choses. Donc j'ai tendance à fonctionner un peu comme ça parfois. Une personne qui viendrait te challenger en fait. Voilà, c'est ça. Et donc le coaching, moi, m'a challengée. Puis finalement, de rendre mon coach satisfait du travail qu'il investissait avec moi. Moi, ça a été challengeant, ça m'a aidé. Donc du coup, ça a été vraiment ça m'a vraiment poussée pour le coup. Et par la suite... J'ai rencontré des personnes, du coup, la coach de Zumba en particulier, et que je pourrais citer surtout, qui s'appelle Gwen, et qui, mine de rien, aujourd'hui, fait partie intégrante de mon parcours, en particulier au niveau du sport, parce qu'aujourd'hui, du coup, moi, j'ai arrêté la salle, j'ai arrêté les coachings, j'ai arrêté la salle.
Et du coup, je fais du sport avec elle, D'accord. pratiquement à 100%. Ouais. Dans son association, donc ce C'est qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Voilà, ne pas faire de sport avec elle, avec son énergie, c'est vital pour moi Ouais, donc là, tu fais tout ton sport avec Gwen, donc... Ouais, avec Gwen et les coachs qui font partie de l'association. Voilà, Ok. elle a créé D'accord. donc son asso et elle a d'autres coachs qui font les cours, mais donc moi je fais principalement mes cours avec elle et avec l'association. Donc il y a plusieurs coachs, donc elles sont 3 en tout, donc je le fais particulièrement avec 2 des coachs. Donc là, tu as un rythme plutôt actif, qui Ouais. s'est ancré, qui s'est installé, c'est Ouais. plutôt figé et ça avance Ouais, bien. c'est ça, voilà, sauf quand du coup tu enchaînes les entorses, Ouais. là où c'est pas un peu compliqué. Mais Et justement, en parlant d'entorse, est-ce que le processus a été linéaire ou il y a eu des coups de mou? Est-ce qu'il y a eu des fois où tu t'es dit c'est bon, j'abandonne? À Non. quoi bon? Non, j'ai jamais eu de moment où j'ai abandonné. En fait, donc j'ai commencé les coachings, ensuite je suis partie en voyage, donc je suis partie 1 mois et demi aux États-Unis. En fait, j'avais un peu commencé les coachings en me disant, voilà, j'avais ce projet-là, c'est mon projet de voyage de fin d'études que j'ai voulu faire pendant pratiquement toutes mes études, c'était mon projet de voyage, et donc du coup, ça a été un peu aussi un leitmotiv de me dire, ok, je veux perdre du poids pour me dire que bon, on avait prévu des randos, des activités comme ça. Et donc en fait ça m'a motivée de me dire vas-y, je vais perdre du poids, je vais faire du sport pour me sentir mieux sur ce voyage. Ensuite quand je suis rentrée, j'ai réussi à avoir du boulot tout de suite derrière. Et finalement j'ai continué le sport, continué l'activité, puis il y a eu le Covid, le confinement, donc voilà, moi ça m'a pas arrêté parce que la moi planète entière. voilà, mais moi le confinement m'a pas trop déstabilisée parce que je faisais 6 jours de sport par semaine. Donc tu étais plus sportive que Ouais, jamais. ouais, c'est ça. finalement. Bah, du coup, moi j'ai fait beaucoup de cours avec Gwen en ligne. Elle en a fait beaucoup en ligne, donc moi ça m'a vachement motivée. J'ai fait du sport avec mon papa. On fait pas mal de tennis tous les deux, donc ça m'a aidé à me perfectionner. J'étais vraiment nulle quand j'ai commencé. Et aujourd'hui? Aujourd'hui ça va, je me Ouais. défends. Mon père me bat toujours, mais mon père il fait du sport en club, donc du tennis en Peut-être club. qu'un jour ça va. l'élève dépassera le maître, qui sait? C'est tout à fait l'idée. Un jour là, et mon père se moque de moi et me dit que du coup j'y arriverai à le battre quand il sera en déambulateur. Ah oui, Merci papa. sympa. Non mais c'est bien, il y a de la provocation, on aime bien, c'est bien. Ouais, bien. c'est Toi ça. qui as le goût du challenge pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça. on en fait un moment. Après, non, il y a eu un coup de mou, surtout au début de l'année 2022. Parce qu'au début de l'année 2022, j'ai repris. Donc, j'ai fait une entorse au mois de janvier. Ensuite, j'ai refait une entorse au mois de mars. Ouais. Et j'ai repris du poids. Donc, j'étais D'accord. descendue. En fait, bizarrement, quand je suis rentrée des États-Unis, alors on dit que les États-Unis, c'est le pays de la malbouffe. Il n'empêche que moi, j'ai perdu 5 kilos sur 1 mois et demi aux États-Unis. Parce que t'as pas mangé de burger ou parce que t'as trop J'ai marché? mangé des burgers, c'est parce qu'on a beaucoup marché. Ouais, Bah, voilà. à New York, qui est la dernière destination qu'on a fait, on a fait en une journée 27 km de Ah. marche. 27 km, 27 km, ce n'est pas une blague. Hein. c'est énorme. C'est énorme, mais en fait, nous, on l'a pas senti. Hein, donc, Ok, oui, c'était parce qu'il y a plein de vraiment, belles choses. ouais, voilà. Vous Donc, étiez c'est pour dire, on en était tellement dedans que. Voilà. Ouais, Donc, génial. et donc, je suis rentrée à avoir perdu 5 kilos, donc j'étais à 119. Donc, Trop ça, bien. c'est les kilos les plus bas que j'ai fait. Ouais. Et c'est vrai que finalement, là, j'étais remontée à 125, 127 sur on va dire une vie normale à Paris, parce que j'estime que la vie aux États-Unis, c'était un voyage, c'était un cas, voilà. Et finalement, en fait, avec les entorses, je suis remontée à 134. Donc ça, c'est le poids maximum que j'ai fait avant l'opération. D'accord. Donc ça, c'était en juillet de cette année. Ok. Et en fait, ce qui m'a surtout décidé l'opération, donc ça va, le coup de mou, en fait, c'était un peu dû donc aux 2 entorses. J'ai enchaîné 2 entorses sur la cheville droite. Donc une au mois de janvier, et au moment où je recommençais à me dire je vais pouvoir reprendre le sport, j'ai refait une entorse sur la même cheville. Décidément. Et en fait, je devais voir ma diététicienne, j'avais commencé à suivre une diététicienne en septembre, donc avant les entorses. Et un matin, je venais de refaire mon entorse il y a une dizaine de jours. Et le matin où je devais aller voir ma diététicienne, je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir de ma salle de bain, et là j'ai fait bon, bah, t'y arrives plus. Tu n'y arrives plus par toi-même, tu as essayé, parce que moi je voulais le faire par moi-même, mon objectif c'était de tout faire par moi-même, et puis bon, là j'ai fait, tu reprends du poids,
tu regrossis, ça va plus. Voilà, il y a un moment. Fallait prendre une décision radicale. Voilà, fallait faire quelque chose de plus fort, de plus. Vous adaptez. C'était pas, en fait, je l'ai pas pris comme un échec parce que non, je suis allée au bout de ce que je pouvais donner Ouais. par moi-même. Absolument. Et donc là, j'ai dit, ok, bon bah je suis allée voir ma diététicienne et je lui ai dit, bah voilà, j'ai besoin de prendre rendez-vous avec un chirurgien. Et finalement, cette opération n'est pas si simple. Hein. C'est pas, on vient pas et on te fait ton opération et tout est beau. Il y a Non. quand même une part d'effort qui est fournie par la personne, par le patient. Tout à fait. Et c'est demandé par le corps chirurgical. Oui. Donc finalement, l'effort continue. C'est pas la facilité, Voilà. l'opération, Non, pas loin du de tout. là. Non, pas du tout. Donc Tout le monde le prend. Alors moi, je le prenais comme ça. ouais. Alors, je le prenais comme ça, oui et non. Non, c'est pas facile de se faire opérer, je l'ai jamais vu comme une facilité. Moi, je le prenais comme facile parce que je ne faisais pas d'effort d'abord. D'accord. Voilà, en fait, c'est plus comme ça que je le vois. Et en fait, aujourd'hui, la plupart, en fait, le corps chirurgical, en tout cas qui me suit à l'hôpital où je suis suivie, il demande aux personnes qui décident de se faire opérer d'avoir déjà on a un suivi. Hein, j'ai eu mon premier rendez-vous chirurgien le 25 mars. Ok. Je me suis quand même fait opérer le 7 juillet. Donc D'accord. il y a quand même un laps de temps entre temps. Mais pour certains patients, c'est plus long parce qu'on demande souvent aux patients de perdre du poids avant. Des patients qui n'ont pas fait d'effort, on leur demande de perdre du poids. Et on a ce qui s'appelle un espèce de contrat de confiance qui est obligatoire. Ok. Alors en tout cas qui m'est obligatoire et moi je pense qu'il est obligatoire pour tout patient et moi en tout cas je le conseille pour tous les patients. C'est un suivi psychologique, un suivi diététique Ok. et un suivi sportif. D'accord. Voilà, c'est un peu les trois choses qu'ils demandent aux patients. Ok. Parce que voilà, il y a beaucoup d'échecs dans cette opération. Il ne faut pas croire que c'est la solution miracle. Pouh, Ouais. youpi, je me suis Contrairement fait à ce qu'on peut opérer et on va penser, perdre du poids. Non, pas du Mm. tout. Loin de là. Le plus dur, c'est les années à venir. Hein. On dit que la période la plus difficile, c'est les 4 ans. Les 4 ans après opération, c'est la période a priori la plus difficile parce que beaucoup de personnes reprennent du poids. Ah bon? Ouais, Donc on voilà. peut reprendre du Bien poids sûr, on peut avec, reprendre avec du cette poids. En fait, opération. l'estomac, c'est comme un ballon de baudruche, c'est-à-dire qu'en fait, C'est élastique. voilà, Ça tout à grandit. fait, D'accord. c'est tout à Ça fait. s'étire. L'opération a fait qu'on est devenu le tout petit Ouais. ballon de baudruche, comme l'estomac d'un bébé. Ouais. Et le truc, c'est que si on recommence à manger, il regrossit. Hein, donc il n'y a pas de solution miracle. Mais on part quand même du principe que si pendant 4 ans, tu as fait attention aux portions d'alimentation, etc., tu t'habitues quelque part à manger la Bien même sûr. quantité. Ah bah Donc bien a sûr. priori, les chances de reprendre du poids restent quand même plutôt faibles. Non, c'est Pas 50% nécessairement. d'échecs. D'accord. Ah oui, quand même. Donc moi je trouve que c'est 50% d'échecs, je trouve que c'est pas un chiffre anodin. Tout l'accompagnement Voilà. psychologique Et d'où, et diététique. Pour moi, la préparation Ouais, avant. bien sûr. Voilà, en tout cas, moi j'estime que voilà, je suis contente d'avoir fait l'opération, je suis contente Ouais. de mon suivi, mais moi par exemple, je fais partie des patients où le chirurgien, quand je vais le voir, tout le corps médical m'ont tous dit, vous êtes une patiente bonne pour cette opération. Génial. Voilà. C'est bien. Et ils me l'ont dit plus d'une fois, ils me l'ont dit, voilà, donc voilà, j'ai quand même. Si l'on dit, c'est que c'est vrai, parce qu'à l'inverse, j'ai pu interroger d'autres personnes sur ce sujet-là, des personnes qui ont fait la même opération que toi, et elles me disaient qu'elles recevaient à l'inverse des reproches du corps médical parce qu'elles ne respectaient pas les exercices qui étaient demandés, les recommandations qui étaient formulées, et donc du coup, s'ils l'ont dit, c'est que effectivement tu es le profil type pour réussir cette opération. Après, je me le dis pas. Je vais pas dire que je suis le profil type pour réussir cette opération parce que je pense qu'il y en a pas. Parce qu'une personne, je pense qu'une personne qui finalement au départ n'était pas prête va peut-être pas réussir l'opération. Okay. Je me dis pas que dans 4 ans, je vais peut-être pas avoir une sensation d'échec. Je préfère être assez. Je veux pas être trop neutre. optimiste. Voilà, je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste, je suis neutre. Ouais. Je me dis, voilà, je me laisse la possibilité de. Alors, clairement, non, je me la laisse pas en réalité. J'ai pas envie d'avoir l'échec et je me laisserai pas l'avoir. Ouais. Mais je me donnerai les moyens en fait de pas l'avoir. Voilà, c'est surtout ça en fait. Je suis dans l'optique dans laquelle je suis. C'est ça. J'ai pas envie de me laisser à l'échec. Maintenant, il n'y a pas de perfection, clairement. On s'est beaucoup, et à juste titre, attardé sur ta perte de poids, etc. Moi, j'aimerais revenir sur ton parcours en tant que femme, en tant que personne, puisque Alice, ta vie n'a pas commencé en 2018. Là, on a abordé les dernières années depuis 2018, mais ta vie a commencé il y a quelques années de ça. D'ailleurs, tu vas nous dire quel âge tu as.
Donc j'ai 29 ans, donc je suis née en 1993. Et tu es née où? Je suis née à Paris. À Paris, donc une parisienne, Pure une vraie souche. parisienne pure souche. Ouais, j'ai vécu 9 mois à Paris et mes parents avaient un appartement trop petit, donc ils ont décidé de déménager à Saint-Cloud dans le 92. Et donc je vis depuis à Saint-Cloud dans le 92. Je vis encore chez mes parents, enfin, chez ma mère. Et je vais te poser une question qui n'est pas forcément très commune. Qui est Alice? Alice, la petite qui a grandi à Saint-Cloud, comment est-ce qu'elle évolue à Saint-Cloud déjà pour commencer? Oh, grande question. Son terrain familial. Qui étais-tu? Si tu devais te replonger dans tes souvenirs et imaginer la petite fille que tu étais quand tu étais à Saint-Cloud, qu'est-ce que tu vois? Comment tu te décrirais? J'ai toujours été une petite fille. Je pense que j'ai été choyée par mes parents. Hein. J'ai été enfant unique, avec des embûches, clairement. J'ai une situation familiale un peu particulière. Et j'ai eu des embûches. Après, j'ai toujours été choyée par mes parents. J'ai jamais eu besoin de rien. J'ai quand même eu une belle vie. Enfin, voilà, là-dessus, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Donc j'ai quand même été une petite fille un peu capricieuse, hein, clairement. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Voilà, hein, j'ai toujours eu une belle vie. Après, j'ai souffert de mon obésité, de mon surpoids enfant. Ça n'a pas été simple tous les jours. Et puis, voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu un manque de confiance en moi, mais que je me traîne depuis l'enfance. Voilà, j'ai toujours été une petite fille. Voilà, j'ai toujours voulu être j'étais toujours très gentille. Très gentille, trop gentille, et le problème c'est que ça m'est souvent retombé sur le nez, sur le coin du bec. Tu as eu quelques expériences qui se sont pas très bien passées dans les expériences humaines, du coup, si je comprends bien. Ouais. Tu aurais un exemple en tête que tu pourrais nous partager? J'ai certaines meilleures amies que j'ai eues enfant, qui aujourd'hui à qui je parle plus, avec qui on n'a plus de lien du tout. Voilà, je pense que je sais pas si moi j'ai fait des erreurs ou elle en a fait. Voilà, malheureusement, la situation fait qu'aujourd'hui on ne s'adresse plus à parole. Mais oui, j'ai eu des situations où avec certaines amies on s'est brouillé. Alors bon, voilà, c'est vrai que moi, vouloir être trop gentille, parfois je parlais trop. C'est aussi ça mon défaut. Personnellement, je suis une pipette. Voilà, je parle beaucoup. C'est un défaut? Tu considères aujourd'hui que c'est un défaut? Oui et non. En fait, il faut savoir garder des choses pour soi. Et mon défaut, c'était que parfois, je ne gardais pas des choses pour moi et que je répétais des choses qui n'avaient pas à l'être. Et ça s'est retourné contre toi. Voilà, tout à fait. Des secrets que tu aurais racontés, que la personne te renvoyait en pleine face, du coup, pour te déstabiliser, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je sais que j'ai trop parlé sur certains fois. Bon, mes amis m'appelaient Radio Alice parfois. Donc, du coup, c'est pas forcément une bonne... voilà, mais bon, après, voilà, on apprend de ses erreurs. Et je pense que de toute façon, voilà, dans l'adolescence, on est loin d'être gentils les uns avec les autres. Mais voilà, moi je pense qu'à force de vouloir être trop gentille, j'ai toujours voulu trop bien faire. Ouais. Et en fait, quand tu fais trop bien, tu fais mal parfois. Ouais. Et je pense que ça a été l'un de mes plus gros défauts et l'un de mes plus gros problèmes en étant adolescente. Et donc, du coup, ça c'est vraiment. Et du coup, quand tu as pris conscience de ça, tu as essayé de réajuster un petit peu cet aspect-là de toi et ça a marché? Ouais, aujourd'hui, je pense que je fais plus attention à ça aujourd'hui. Je sais plus garder ma langue. Et puis, je pense qu'on apprend tous de ses erreurs, on évolue tous. Si on devait être comme on était enfant ou adolescent, mon Dieu, je pense qu'on aurait envie de se frapper parfois. Mais non, mais clairement, non, oui. Moi, j'ai évolué. Je pense qu'il y a eu des changements dans ma vie. J'ai appris de mes erreurs. Je suis pas parfaite, j'ai des défauts. Je suis quelqu'un de très caractériel, surtout vis-à-vis de mes parents. J'ai un très fort caractère et du coup je monte très très vite, un peu comme un volcan. Ouais, voilà. D'accord. Donc tes parents, ils n'ont pas trop d'autorité sur toi finalement? Non. Non, pas du tout. Mais c'est dû à mon histoire familiale, qui est loin d'être facile. Tu peux nous en parler ou pas nécessairement? Oui. En fait, mes parents se sont séparés. En fait, j'ai deux demi-sœurs, donc une de 2 ans moins que moi. Ouais. Voilà, et donc du coup, elle a 2 ans moins que moi, mais j'ai appris que j'avais une demi-sœur et j'avais 7 ans. Donc bon, avant elle avait déjà 5 ans. Donc voilà, mais ma mère est quelqu'un d'assez malheureusement un peu dépressif et en fait mon père a allègrement trompé ma mère plus d'une fois. Donc voilà, bref, passons les sujets. Et en fait j'ai une deuxième demi-sœur et ça, ma deuxième demi-sœur, je l'ai su, elle est née en 2006. Et je l'ai su, elle avait déjà une bonne dizaine d'années. Ça a dû être le choc pour toi? Oui et non, en fait, c'est pas mon père qui me l'a dit, c'est elle. Parce qu'en fait, mon père est parti, donc mon père est parti de chez moi en 2008. Ouais. Donc
quand j'avais une quinzaine d'années. Donc ma mère, ça a été compliqué parce que sa grand-mère est décédée au même moment et elle la prenait comme sa mère. Donc pour ma mère, ça a été un peu compliqué pour elle. Donc moi, il a fallu tout de suite que je sois plus vraiment une adolescente à ce moment-là. Que je prenne des responsabilités. T'avais quel âge à ce moment-là? 15 ans. 15 ans, ok. Ouais, j'étais au lycée. Donc au lycée, tu prends les responsabilités d'aller faire les courses parce que ta mère peut pas y aller. Tu prends des responsabilités d'adultes qui ne sont pas les tiennes. Donc, et puis finalement des choses à charge. Donc ça a été un peu compliqué. Et puis je pense que ça n'a pas aidé pour mon alimentation, tout ça, mon cadre amical. Donc c'est vrai que ça a été des moments où je me suis... En fait, c'est assez étrange, c'est que dans mon cadre familial, j'ai toujours été un fort caractère. Mais dans mon cadre familial, pardon, et dans mon cadre amical, à contrario, j'ai tendance souvent à m'écraser et à pas forcément dire ce que je pense. D'accord. Parfois, quand quelque chose va me déplaire, j'ai pas tendance à le dire parce que j'ai pas envie de me froisser avec la personne, parce que j'ai pas envie. Donc voilà, et c'est vrai que ça, je pense que la situation avec mes parents, ça a été compliqué. Ouais. Et en fait, j'ai appris, donc, pendant 10 ans, mon père est parti. Alors mon père, je le vois très régulièrement. Mes parents ont quand même gardé un lien assez fort, on va dire. Ils se parlent encore, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que en fait, j'ai appris que en allant, je devais aller à une soirée, mon père avait des bouteilles de vin, je lui ai dit papa, vas-y, est-ce que tu peux me les donner? Donc du coup, on allait chercher, en fait, mon demi-sœur est arrivée et a crié papa. Alors, je savais que ma belle-mère avait une fille, mais mon père me disait toujours que ce n'était pas sa fille. Et en fait, l'insistance du mot... Il t'a menti, en oui, fait. Oui, pas, et l'insistance du terme terme papa, moi, m'a fait tiquer et j'ai dit non, c'est pas possible. Ça a beau être sa belle-fille, elle insiste tellement sur le terme papa que c'est trop gros comme... voilà, et donc elle est partie. Et j'ai découvert plus tard qu'en fait c'était ma belle-mère qui lui avait demandé d'y aller en courant, hein, donc du coup c'était un coup de ma belle-mère pour que voilà, donc bien monté l'histoire. Et donc du coup elle est partie et là j'ai regardé mon père et j'ai fait papa, j'ai une question à te poser. Donc il m'a regardé, il m'a fait oui, je crois savoir, et il est parti chercher les bouteilles de vin. Je pense qu'à ce moment-là il était en mode qu'est-ce que je vais raconter à ma fille. Et je lui ai dit, je fais bon, ça va peut-être me dire, il est remonté en voiture et je lui ai dit, parce que c'est moi qui conduisais du coup, et je lui ai fait bon, tu vas peut-être me répondre, voilà, je fais c'est ta fille, et il me dit oui, mais tu le dis pas à ta mère, mais oui c'est ma fille. Je fais d'accord, très bien. Donc pendant plus d'un an, je ne l'ai pas dit à ma mère, donc c'était bien assez comme situation. Waouh. Ouais. Mon père m'a souvent mis dans des situations un peu locasses comme ça. Ouais. Même si j'aime mon père à la mort, hein, ça n'empêche pas, mais parce que bon, je me dis que ça sert à rien. C'est peut-être pour ça aussi que tu as retenu son secret, que tu as gardé son secret aussi longtemps. C'est aussi ton amour fort pour ton père ou aussi parce que tu voulais protéger ta mère, peut-être. C'est les deux. Ouais, c'était pas à moi de lui dire. Et c'était pas à toi de lui dire. Et mon père lui a jamais dit. Et donc du coup, en fait, c'est ma meilleure amie qui l'a dit à ma mère. Parce qu'elle en avait marre de me voir me triturer les méninges. Et parce que mon père m'a pas mal, mine de rien, mon père m'a quand même un peu utilisé quand même. Hein. Mon père m'utilise même encore aujourd'hui, hein, parce que voilà, c'est je vais voir Alice. Je pense que ma belle-mère a une vision de moi d'une pauvre fille qui n'a pas d'amis. C'est un peu ça. D'accord. Voilà, mais clairement, c'est compliqué. Voilà. Après, je l'ai fait pour protéger ma mère, je l'ai fait pour protéger mon père, et puis finalement, je suis arrivée au stade où je ne me protégeais pas forcément moi-même. Oui, d'accord. Voilà. Et avec ta belle-mère, ça se passe comment? C'est compliqué. Je peux pas être honnête avec ma belle-mère, donc du coup... Partant de ce principe, tu peux pas avoir... Partant de ce principe, une relation avec ma belle-mère, c'est compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, ma belle-mère est dans l'extrême religieux, limite secte, et alors, je n'ai aucun jugement vis-à-vis de ça, c'est ses convictions personnelles. Ouais. Mais par contre, moi, ça me dérange que ça impacte du coup son quotidien vis-à-vis de mon papa. D'accord. En fait, mon papa aujourd'hui a des soucis médicaux, en fait, il n'y a que moi, quoi. Et ma belle-mère, là, mon père va devoir aller à l'hôpital pour une infiltration. Il n'y a que moi pour aller le chercher, quoi. Parce que ma mère n'aime pas conduire, enfin, ma mère ne veut pas conduire. Donc, déjà, j'essaie de la motiver, mais bon, elle ne veut pas. Ma belle-mère, elle est tout le temps à l'église, donc du coup, elle n'est jamais disponible. Okay. Donc, du coup, et ma demi-sœur, elle n'a que 16 ans. Donc, dernière nouvelle, à 16 ans, on n'a pas le permis. Et d'ailleurs, avec ta demi-sœur, comment ça se passe? Bon, on n'a pas vraiment de... Alors, c'est assez étrange, vu que j'en ai deux. Est-ce que tu as été... Déjà, tu nous as pas dit comment ça s'est passé quand tu as appris que, du coup, c'était officiellement ta demi-sœur, c'est donc la fille de ton père.
quand tu as appris ça, quelle a été ton émotion, la toute première émotion? Je crois que j'ai ri. T'as ri noir ou t'as ri... Ouais, ri noir, ouais. En fait, pour un enfant, comme tu l'as décrit, capricieux, en plus, ça doit être dur d'entendre qu'il y a quelqu'un d'autre que toi, finalement. Non, parce que j'ai jamais été... En fait, c'est assez drôle, c'est que quand j'ai appris pour ma première demi-sœur, j'avais 7 ans, et quand on a 7 ans, on est une enfant, et moi j'étais là, oh, génial, j'ai une petite sœur. Ouais. Et donc j'étais super contente. Pour la deuxième, j'étais déjà adulte, et en fait j'ai ri noir. Et en fait, j'ai eu une réaction, je pense qui peut paraître assez étrange. J'ai ri noir et j'ai fait, non mais j'ai regardé mon père, j'ai fait, mais tu te fous de moi en fait, genre, mais tu m'as pris vraiment pour une pigeonne. Et donc je me suis un peu énervée, mais en fait, je me suis pas énervée tant que ça parce que je sais que ma première demi-sœur a souffert de la situation d'avoir un papa, parce que ma première demi-sœur, mon père ne l'a pas reconnue aux yeux de la loi. Et donc du coup, elle a un père biologique et un père légal. D'accord. Voilà, donc du coup, je sais que ma demi-sœur a souffert de ça, et en fait, je me suis dit, j'ai pas envie elle souffre de ça, ma deuxième demi-sœur, j'avais pas envie qu'elle en souffre parce que à un moment, elle y peut rien, c'est une enfant en fait. Ouais. C'est une enfant et les décisions d'adulte, elle n'a pas à les subir. Tout à fait. Et donc du coup, j'ai eu une réaction assez étrange, et dans le sens où je me suis dit, bon, on va essayer de se voir. Alors oui, la relation aujourd'hui c'est une adolescente, non, c'est ma demi-sœur. Je peux pas dire que c'est ma sœur, parce qu'on ne partage pas une situation de frère et sœur. D'accord. J'estime qu'un frère et sœur, faut qu'il y ait vraiment... faut partager quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'avec ma demi-sœur, là, ce soir, on va au cinéma. Bon, très bien, on va au cinéma. Voilà, ouais. Je suis contente de la voir, on va aller au cinéma, on y va avec mon père. Voilà, voilà, elle est dans le même... Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans le même lycée que moi. Donc elle est lycéenne dans le même lycée où j'y étais. Bon voilà, après voilà, on se parle, on rigole, on passe des moments, mais je vais pas lui envoyer un message pour lui dire tiens, vas-y, on va se faire une balade toutes les deux. Ouais. Mais en même temps, c'est assez dur parce que effectivement, je le fais pas un peu à cause de mon père, parce que comme je dois faire des omissions sur ma vie, du coup, j'ai l'impression de pas être naturelle, et donc du coup aussi ça me bloque. Ah oui, d'accord. Oui, tu préfères, tu l'évites en fait pour pas avoir à lui mentir ou avoir à lui révéler des vérités que tu dois cacher, quoi. C'est quand même dur comme poids à porter au quotidien. Ouais. Du coup, j'évite. Parce que du coup, c'est comme un masque que tu portes de temps à autre, quoi, en fait. C'est ça. Je le porte surtout vis-à-vis de ma belle-mère et ma demi-sœur, quoi. Parce que c'est vraiment le côté, je peux pas leur dire la vérité parce que en fait, voilà, c'est des choses... ça mettrait mon père en porte-à-faux, et mine de rien, je n'ai pas envie de mettre mon père en porte-à-faux non plus. Et ton père, de ce côté-là, il n'aimerait pas, lui, faire en sorte que tout le monde puisse dire la vérité et essayer de servir un peu de pont entre tout le monde? Non, parce que mon père a fonctionné dans l'omission pendant 40 ans. Je pense qu'au bout de 40 ans de ta vie, tu ne changes pas. Ouais, d'accord. Voilà. Ça fait 60 ans qu'il vit, il a 60 ans passé, mon papa, je pense qu'il ne changera pas. Quand je revois un peu mon histoire adolescente, enfant, c'est vrai que je me suis toujours sentie seule au niveau amical, et je me suis sentie toujours seule un peu au niveau familial, parce que ma mère a été dépressive, donc du coup j'ai pris des responsabilités, et puis mon père, mine de rien, il était un peu dans sa vie, dans ses trucs, dans ses histoires, donc du coup c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été un peu compliqué, hein, clairement, et donc je pense que la nourriture parfois a été un refuge, c'est une évidence. Quelle femme ça fait de toi? Ça fait une femme compliquée. Non, ça fait une femme compliquée. Je sais pas. J'en ressors plus forte, clairement, oui. Parce qu'aujourd'hui, j'avance. J'avance sur moi. En fait, aujourd'hui, je me concentre surtout sur moi. Et c'est surtout ça. Je me concentre sur moi. Je me concentre sur mes objectifs, mes envies, voilà, mon poids, mon avancée là-dessus. Parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de... Pas d'éradiquer, parce que clairement, c'est un mot trop fort pour ça. L'obésité n'est pas éradiquée de la peau de là, c'est chacun et son ressenti. Moi, j'ai pas envie de faire 50 kilos, je ne ferai jamais 50 kilos, ce n'est pas dans mon objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'avoir mes formes, parce que je pense que je me reconnaîtrais pas si j'étais pas en forme. Mais aujourd'hui, ce que bizarrement on a dit, et je vais révéler quelque chose de personnel parce que c'est quelque chose que je dis avec ma psy, mais finalement, c'est pas d'être comme les autres, mais d'être avec les autres. C'est-à-dire de pouvoir me dire que quand je cours, quand on va faire un exercice de sport, de pas toujours être derrière parce que j'arrive pas à courir aussi vite. C'est un peu ce genre de réflexion, de choses que j'ai envie. Après, je pense que j'ai quand même peur de
les autres quand même. J'ai du mal à donner ma confiance en termes de relationnel. Tu fais la transition voilà. sur ma prochaine question. Voilà. Comment ça se passe sur le plan relationnel du coup? Bah pour le moment, néant. Non, c'est compliqué parce que je pense qu'il faut déjà avoir confiance en soi. Que je manque cruellement. Parce que finalement, faire une opération, avoir du poids en moins, faire du sport, faire de l'activité, se sentir plus belle, s'apprêter, parce que moi, même en même temps que l'obésité, ayant 150 kilos, j'ai toujours aimé me maquiller, j'ai toujours aimé me saper. Toujours été coquette. J'ai toujours été coquette, j'aime bien les marques, j'aime bien là-dessus. J'ai pas changé, je changerai pas. Mais ça n'empêche que ça ne donne pas confiance en soi. C'est quelque chose de complètement différent. Et puis au niveau du relationnel, je pense que oui, il y a un impact au vu de ma vie familiale. Oui, je pense que je serais très compliquée déjà avec mes enfants par rapport au poids. Puis très compliquée Tu en avec voudrais les enfants? Ouais, j'en voudrais bien sûr. Ouais. Mais par exemple, si c'est génétique, mes enfants peuvent avoir les mêmes problèmes de poids que moi. Ouais. Et je pense que mine de rien, si je revois tous mes problèmes de poids et mon obésité, je pense qu'il y a 25% dû à mes parents, à mon éducation, je ne peux pas dire le contraire. Il y a 50% dû à moi et il y a très certainement 25% dû aux génétiques. Voilà. Donc je pense que je ne voudrais pas faire les mêmes erreurs que mes parents ont fait, clairement. Parce que j'ai pas envie que les enfants souffrent comme moi de mon obésité, parce que soyons honnêtes, l'obésité en étant enfant, c'est une souffrance. Faut arrêter de dire, faut arrêter de cacher les choses, de mettre les choses sous le tapis, être en surpoids en étant enfant et adolescent pour tous, et je pense pas qu'il y ait une seule personne qui n'en ait pas souffert. De toute façon, que ce soit l'obésité ou des problèmes de poids, parce que même l'anorexie, même l'extrême minceur, c'est des problèmes. Les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc clairement, je pense qu'à partir du moment où on se sent différent, mais en plus ça impacte même tout, hein. Ça impacte les religions, la couleur de peau, les origines, tout. Je pense qu'à partir du moment où on pointe la différence, c'est compliqué. Voilà. Et moi, je sais que si mes enfants peuvent avoir cette différence au niveau de l'obésité, je pense que je vais être finalement peut-être drastique. Pas drastique, parce que je pense qu'il ne faut pas l'être, mais je pense que je serai un peu dure. Et au niveau relationnel, d'avoir une relation avec quelqu'un, c'est compliqué parce qu'il faut accorder la confiance. Et donc, quand on n'a pas confiance en soi, accorder la confiance à quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Mais tu n'as pas essayé d'être en relation pour vérifier ça? Ouais, parce que j'y arrive pas. C'est un blocage personnel. Ouais. Tu te préserves et tu préserves l'autre, parce qu'il y en a plein qui manquent de confiance en eux et qui vont quand même s'engager dans une relation au point où ça devient toxique. Toi, tu veux même pas prendre ce risque, tu te dis non. Si, j'ai envie de le prendre, mais j'ai peur. C'est de la peur. Clairement, c'est de la peur. Et alors là, j'imagine que tu entends plutôt, quand tu parles, là, tu parles plus, tu fais référence aux relations amoureuses. Est-ce qu'il en est de même pour les relations amicales ou... Non, j'ai pas peur dans mes relations amicales. J'ai jamais eu peur d'ailleurs. J'ai fait des erreurs, parfois, à trop investir. Non, aujourd'hui, j'arrive même à prendre du recul. Parfois, sur des relations qui peuvent être trop fortes, je prends du recul. Après, non, aujourd'hui, je sais où je vais, je sais qui sont mes amis, je sais de qui j'ai besoin, je sais sur qui je peux compter. Et je crois que ça, c'est le principal. Absolument. Donc, c'est vraiment les relations amoureuses qui te font peur aujourd'hui. D'accord. Donc, si demain, un homme ou une femme, je ne sais pas quelles sont tes attirances sexuelles, et quelqu'un vient te voir et te présente ses sentiments et qui te dit il ou elle te dit être prête ou prêt à avoir une relation, tu vas répondre quoi d'emblée? Est-ce que tu vas te donner la chance aujourd'hui avec la Alice que tu es? Si quelqu'un me va voir, je donne la chance. Mais moi, je ne sais pas la saisir. C'est ça le problème. En fait, je vais la donner, la chance, mais en fait, il faut que quelqu'un vienne me voir. Ah oui, d'accord. Je peux pas C'est pas toi qui va te créer des opportunités. Voilà, je suis pas du tout créatrice d'opportunités dans ce domaine-là. Pas du tout. Parce que je suis tellement... je bloque, en fait. J'ai envie, je vais y aller, et puis... Tu bloques par rapport à tes antécédents familiaux, ou tu bloques par rapport à ton poids? Tu bloques par rapport à ton manque de confiance en toi? Moi. C'est moi. Je pense pas qu'il y ait une raison, je pense que c'est tous les exemples que tu as cités qui font partie de moi, parce que c'est moi. Mais c'est moi, de manière générale, je pense que c'est plus... mais je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, soyons honnêtes. J'ai un peu l'impression d'être une huître. Tu vois, j'ai un peu cet effet-là, à un moment, je vais être ouverte et je vais être là, il y a la perle qui est là, tu vois, et qu'on va saisir. Et puis il y a des moments où, en fait, je vais voir quelqu'un venir et je me referme. Et tu dis oh. Histoire de ouf.
on va s'extraire un petit peu Mhm. du concret, du concréto-concret. Hein, on Vas-y. va quitter un peu la terre et on va aller sur le plan spirituel. Je vais te poser une question toute simple, mais dont la réponse peut être complexe. Là, il faut que tu fasses un peu d'introspection et que tu te dises, voilà, moi, Alice, je suis sur Terre. Qu'est-ce que je vois autour de moi et comment je me sens dans cet univers Très spirituel. très spirituel. Donc tu le dis avec tes mots, tu le dis, là je veux ton ressenti, voilà, ni plus ni moins. Bah après, comment moi je me vois dans cet univers Ouais, ou- ça peut être sur du mouvement, ça peut être sur tout et n'importe Bah, quoi. moi je me vois pas comme une mauvaise personne, je me vois comme une bonne personne qui apporte des choses, qui a envie de faire des choses, qui a envie de faire le bien autour de soi. Je me vois comme dans cet univers, je me sens bien. Il y a des choses que je changerais. Si je devais refaire ma vie, on referait le monde avec des si. Mais non, aujourd'hui, j'ai pas de regrets et j'ai pas de. Quand je me vois aujourd'hui, je me sens plutôt bien dans mes baskets. Et tu te sens bien dans cet univers. Ouais. Oh, bah, je pense que sur la planète Terre, il y aurait plein de choses à changer. Mais bon, après, malheureusement. Ça t'empêche pas de faire ton cheminement, toi t'es Non. en phase quoi. Pour le tu- moment, tu- je suis en phase, ouais. Ouais, Mais ouais. après, ça n'empêche qu'on voudrait changer plein de choses. Et puis, on aimerait faire plein de choses. Hein. Quand on voit aujourd'hui comment fonctionne le monde, je pense qu'il y aurait plein de choses à changer, surtout. Et maintenant je vais te demander, je pense qu'on a tous des combats, minimes soient-ils, grands soient-ils, nobles ou pas nobles soient-ils. Mhm. Hein, un combat, ça peut être celui de faire plaisir à son animal de compagnie. Ça peut être vraiment, pour moi, la définition du combat, elle est assez large. Hein, donc, il n'y a pas de jugement dans le combat. Toi, Alice, quel est ton combat? Bah, après, il y a des combats personnels, il y a des combats autres. Enfin, les autres combats qui sont. Bah, voilà, mais niveau combat personnel, bah, c'est moins mon poids, on va dire, plus aujourd'hui mon combat personnel. Après, au niveau des combats que je fais pour les autres, bah, moi j'ai toujours envie de m'investir dans l'associatif. Aujourd'hui, je fais partie de 2 associations. Alors, c'est des associations à la fois sportives, et l'autre, c'est une association plutôt issue de mes études. J'ai fait des études dans le tourisme. Aujourd'hui, c'est des combats que je mène parce que je m'y sens investie. Et puis après, bah, je pense qu'il y a des combats pour tout. Moi, personnellement, il y a plein de combats dans lesquels j'ai envie de m'investir dans le temps. Parce que pour faire ces combats, il faut du temps. Mais voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est. Bah, aujourd'hui, malgré mes petits moyens, j'essaie de m'abonner à des pages sur les réseaux sociaux, en particulier pour la lutte contre les animaux. J'ai un petit chien. Et aujourd'hui, ça me montre... La lutte contre les animaux, la lutte pour les animaux, tu veux Oui, dire. mais pour les animaux, Pour la excuse-moi. protection des Contre, animaux. On ne contre... voudrait pas te donner Non, une mauvaise image. effectivement, la lutte pour la protection des animaux de manière générale, parce que je trouve qu'aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est une honte de voir des gens qui maltraitent leurs animaux. Alors, je vais faire un peu ma Brigitte Bardot. Non, aujourd'hui, Elle n'a pas le monopole elle n'a pas le monopole, de clairement la pas. lutte C'est ça. pour la protection Non, de pas du l'animal. tout même. Mais non, surtout bah, protéger les animaux, parce que quand je vois mon petit chien, j'ai envie de la protéger, ma petite chienne. Donc du coup, Qui s'appelle Sencha, c'est un thé vert japonais. Très beau prénom. Voilà. C'est donc quoi la race? C'est un cavalier King Charles. Donc Et elle a quel âge? elle a 17 mois. D'accord. Voilà, 17 mois. Donc c'est un petit chien, toute mignonne, pelucheuse, lécheuse, j'adore. Elle, t'as confiance en elle? Ah oui, bien À sûr. 100%. Oh, elle fait encore des bêtises. Hein. Non, mais aujourd'hui, c'est ces combats-là. Mais par exemple, moi, quelque chose que j'ai toujours eu envie, ça reste quelque chose qui est dans mon cœur. Mais par exemple, moi, j'aimerais beaucoup adopter. Ouais. Voilà, ouais, ça c'est quelque chose, voilà, j'aimerais beaucoup adopter. Ça c'est quelque chose qui me tient. Alors, quand tu parles d'adopter, une adoption Des animalière enfants. ou Non, des des enfants? enfants. Ah oui, d'accord, parce qu'on est passé de Saint Des enfants, mais non, mais en fait, adoption. voilà, je pense que, mais mine de rien, on se rend pas compte, mais entre les animaux et les enfants, il y a beaucoup de comparaisons. Ouais. C'est Je beaucoup de confirme. responsabilités, c'est beaucoup d'investissement, c'est une éducation, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Alors on reste sur de l'être humain et sur de l'animal, il y a quand même une différence, mais il y a plein de rapports de protéger. En fait, c'est surtout protéger les autres et protéger autre chose que soi-même. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Donc toi, tu serais pro-adoption?
Plus Ouais. que d'avoir des enfants de façon biologique. J'aimerais avoir des enfants biologiques, mais je suis Ouais. quand même pro-adoption. J'aimerais D'accord. bien être dans l'adoption. T'aimerais avoir combien d'enfants? J'ai pas d'idéal. Ouais, 2, 3, 3 max, je dirais pas au-delà. Faut Ouais. arrêter des bêtises très bien. pour faire un cadre quand même. Quelle est ta passion dans la vie? Ma question, passion. là, cette question, elle est détestable. Elle est détestable, je vous l'accorde. Et j'étais la première à détester cette question-là. Mais pareil, c'est comme pour le combat, il faut y voir un champ assez large. Une passion, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, Alice, toi, quelle est ta passion? Voyager. Ouais, t'adores La les voyages. photo et le voyage. C'est Ouais. 2 choses, moi, qui me font vibrer. Ouais. Moi, c'est mes objectifs de voyage. Si je dois avoir... voilà, Quel a été ton meilleur voyage, tiens? Ouais, États-Unis? je pense que ça a été mon Ouais. road trip aux États-Unis. Parce que j'en ai tellement rêvé, déjà j'ai mis beaucoup d'argent, mine de Ouais. rien. Et puis j'avais tellement envie de le faire Ouais. que voilà. Et puis moi j'adore les États-Unis. Moi je suis voilà. J'aime pas les États-Unis pour les Américains, mais moi j'aime les États-Unis. En fait, moi j'aime le voyage pour les paysages. D'accord. Après, Ça va avec selon la photo, finalement. ça va C'est avec la pertinent. photo. Après, selon les destinations, je vais aussi aimer la culture. Ok. Donc, par exemple, le prochain gros voyage que je veux faire, qui serait, très certainement sera un road trip aussi, c'est la Nouvelle-Zélande. Oh. Et là, la Nouvelle-Zélande, c'est à la fois pour les paysages, mais aussi à la fois pour la culture. Et le lieu de tournage du Seigneur des Anneaux. Tout à fait, parce que je n'aime pas du tout le Seigneur des Anneaux que j'ai vu 180 fois, très certainement chacun. Et encore 180 fois, je limite le nombre de fois où je l'ai Ils vu. auraient compris l'ironie. Et je suis une fan de rugby en plus, hein, donc ça n'aide pas. Ah, Le cumul ouais. des deux entre le Seigneur des Anneaux et le rugby, si tu veux, Ouais. c'est le cumul des deux. La Nouvelle-Zélande est une destination Ah parfaite. bah oui, hein. là c'est clair. Ah bah là tu pouvais, limite ça devait passer avant les États-Unis, clairement. Voilà, c'est ça. Non, ouais, les passions, c'est la photo, le voyage. Ouais. J'aime ça. Moi, ça m'évade. La photo m'évade. Je pourrais rajouter même la musique, parce que j'adore faire de la photo en écoutant de la musique. Ouais. Mais ouais, la musique, le voyage, la photo. Je crois que c'est les 3 passions qui me définissent aujourd'hui. HD. Histoire de ouf. Allez, le jeu. Comme à chaque épisode dans HDO Histoire de ouf, eh bien on raconte son histoire, on nous fait des confessions, on nous parle de son expérience de vie, souvent des expériences de vie très inspirantes comme celle d'Alice. Hein. Elle a vécu des choses qui peuvent vous inspirer vous aussi, chez vous, dans votre propre expérience de vie. C'est important de s'inspirer des autres aussi, c'est comme ça qu'on apprend. Mais une émission comme HDO, une émission comme celle qu'on est en train de vivre, c'est une émission où on aime bien rire. On aime bien aussi la légèreté. Ouais, et il faut. avec Alice, on a envie aussi de quitter ce moment d'introspection un peu trop sérieux pour se faire un petit jeu. Et là, j'ai choisi un jeu pour toi, Alice, aujourd'hui, qui s'appelle le jeu des dilemmes. Allez. Donc là, en fait, j'ai une série de 10 dilemmes. Mhm. Et à chaque fois, tu vas devoir faire un choix entre les deux. D'accord. Et tu verras que le choix n'est pas si facile. J'imagine. Et bien évidemment, pour couronner le tout, il faudra répondre de façon assez spontanée. Ok. Ok? Faut pas réfléchir, c'est ça? Absolument. Le tout étant d'être sincère parce que cette émission, c'est que de la sincérité, de la spontanéité et du naturel. C'est HDO. Ok? Allez. Allez, on commence sans plus tarder. Le point numéro 1, le dilemme numéro 1. Qu'est-ce que tu préfères entre avoir une baguette magique ou avoir 3 souhaits par jour? Avoir une baguette magique. Ok, pourquoi? Bah, je pense que tu peux faire plus de souhaits avec ta baguette magique qu'en réalité tes 3 souhaits par jour. On a une personne pragmatique. Hein. Mais ça, attention, le débat existe. Hein. Le débat existe. Entre pouvoir contrôler les gens et pouvoir contrôler le temps. Contrôler le temps. Pourquoi? Parce que contrôler les gens, ça ne sert à rien. Moi, je pense que c'est contrôler le temps. Je pourrais arrêter le temps à un moment, tu vois, juste pour un instant, puis parfois accélérer le temps, parce que franchement, quand ta journée elle est pourrie, t'as bien envie de l'accélérer et de dire oh, je vais me coucher, laissez-moi dormir. C'est clair. Et entre être pauvre mais vivre 100 ans ou être riche mais vivre 40 ans. Être pauvre et vivre 100 ans. Parce que je pense que tu vis beaucoup plus de choses en vivant et en partageant des expériences sans argent qu'en ayant de l'argent. C'est une réponse noble. Tu préfères Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux? On a déjà la réponse. Seigneur des Anneaux. Quoique Game of Thrones, ça
défend quand même bien, c'est une bonne série, on va pas dire le contraire. Ça va. Mais Le Seigneur Elle, des Anneaux... elle vous a pas perdu, les fans de Game Ah, of Thrones. désolé, Le Seigneur des Anneaux, always and forever. Big up aux fans de Game of Thrones quand même, hein, aussi. Hein. On ne vous oublie pas. Entre sauver ton amoureux ou ton amoureuse ou sauver ton chien. N'ayant pas d'amoureuse, je veux dire sauver mon Facile. chien actuellement. Mais si tu devais te projeter et t'imaginer avec une amoureuse ou un Non, amoureux. Sauver mon amoureux parce que j'estime, voilà, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une différence entre un humain et un chien. Même pour tout l'amour que je porte à mon chien actuellement, un humain reste un humain. Ok. Entre, celle-là elle est rigolote, t'habiller avec des vêtements d'hiver en été ou t'habiller avec des vêtements d'été en hiver. Je vais choisir les vêtements d'hiver en été parce que je suis une grande fan de pulls, j'adore les pulls, les vestes, j'adore ça, c'est une passion. Donc du coup, je préfère les vêtements, bizarrement j'ai plus de kiff à m'habiller l'hiver que l'été. Ouais, mais du coup, là, l'idée c'est que tu porterais tes vêtements d'hiver en été. Ouais, mais c'est pas grave, j'aurai trop chaud, c'est tout. Dites-moi, vous, en commentaire, lequel des deux vous préférez. Quelle situation est la plus acceptable des deux. Entre ne pas se brosser les dents ou ne pas se brosser les cheveux. Elle a vérifié si ses dents étaient propres. Hein. On a senti le petit coup de langue au-dessus de la dent. Hein. Alors là, pas brosser les cheveux quand même. Ouais, parce que les dents c'est brutal quand même. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, j'avoue. Ah, la haine de chacal. Du coup, tu préfères avoir une grosse toufface sur le crâne plutôt que... Ouais. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend. Alors, 8e dilemme, rester 2 ans avec ton ennemi ou ne plus jamais te laver de ta vie. Rester 2 ans avec mon ennemi. Ah Parce que j'arrête pas de me laver. Ouais. Ouais, parce que mon ennemi, à un moment, moi je mets de la musique, je l'écoute plus, c'est bon. Ouais, mais imagine que t'es pas de musique, rien du tout, vous êtes là en face to face dans une pièce. Bah, tu sais quoi, on ne sait jamais ce que l'avenir te réserve, ton ennemi peut devenir ton ami. Ouais, ça c'est une philosophie très optimiste. Hein. Entre nager avec un requin de 15 mètres ou marcher avec 5 lions. Nager avec le requin. Ouais. Ouais, bah j'ai toujours été, mon élément c'est l'eau, j'ai toujours aimé Ouais. nager, j'ai toujours adoré Ton ça. signe donc, astrologique. Taureau, c'est pas du tout le comparatif. Ceci dit, les taureaux avec des lions, j'en ai jamais vu non plus. Voilà. Ok. Toi, t'as déjà vu Les Dents de la Mer ou pas? J'ai déjà vu le film, oui, tout à Ouais. fait. Ça te Non, fait pas ça changer va, d'avis? bah j'ai déjà vu l'un des derniers films que j'ai vu avec un requin, c'est Instinct de survie et t'as pas envie de te baigner non plus avec le requin, hein, franchement. C'est Hein, mais j'ai toujours aimé l'eau, j'ai toujours été un bon Ouais. poisson, donc voilà. Ok. Et là, le dernier dilemme, te rappeler de tous les visages ou reconnaître tous les sons. Ah, il est dur celui-ci. Ouais, forcément, on a laissé le meilleur pour la fin. Aïe aïe aïe. Je suis assez physionomiste de base, donc je sais que je reconnais bien les visages, Ouais. mais je crois que je préfère des sons quand même, Ok. reconnaître tous les sons. Pourquoi? Bah, si tu devais choisir entre ne plus avoir la vue, ne plus parler, ne plus écouter, moi personnellement, je préfère perdre la vue que ne plus écouter. Ouais. Parce que finalement, voir, tu peux le voir en touchant, tu peux le Ouais. voir d'une manière différente. Absolument. Mais c'est vrai que écouter, entendre les voix, c'est mine de rien, c'est dur. Moi qui aime la musique, en plus, Ouais, écouter de la bien sûr. musique, écouter des sons, ne plus pouvoir entendre des films, mon Dieu, quelle horreur. Ouais, ouais. Pour moi, en tout cas, voilà. C'est quoi ton son préféré du moment? Mon son préféré du moment, oh là là, en ce moment, je suis pas mal. Qu'est-ce que j'ai écouté en venant? Je suis pas mal sur le dernier album d'Harry Styles. Ok. Voilà, je suis pas mal sur le dernier album. Lequel, J'aime bien. quel son? On va Voilà, peut-être se le mettre. Azitoise, j'aime bien. Azitoise, ok. Ouais, Donc j'aime ça bien donne ça, du Azitoise. coup. Voilà. Ok, donc le jeu des dilemmes est terminé. Moi, j'ai encore 2 petites questions à te poser avant de conclure l'émission. On parle beaucoup du combat féministe. Ouais. Est-ce que tu t'es inscrit dans ce combat, toi? Oui. C'est quoi le combat féministe pour toi? Je pense que le combat féministe, il n'y a pas vraiment de règle. Je pense que c'est déjà le combat de soi-même, d'être fière d'être une femme. Je pense que c'est déjà ça le premier combat féministe. Le deuxième, bah, finalement, c'est de savoir qu'être une femme, ce n'est pas différent d'être un homme.
Voilà, c'est juste ça. Je pense que c'est surtout ça le combat féministe. Après, je m'inscris pas forcément dans des combats politiques ou dans une inscription politique vis-à-vis de ça. Je pense que le combat féministe, c'est d'être fière d'être une femme, de ne pas avoir honte de marcher dans la rue parce qu'on est une femme, de se représenter et surtout d'être fière de ce qu'on est. Je pense que c'est ça le plus important. Ok, très bien. Je vais te poser une question d'actu. Je vais te donner l'actu quand même. Le but, c'est pas de faire un interrogatoire. Là, actuellement, il y a un bateau qui vient d'être accosté par la France, un bateau de migrants, il s'appelle Ocean Viking. Il avait en son sein 230 migrants qui ont été refoulés par le gouvernement italien. La France a décidé d'accoster ce bateau. Toi, quel rapport tu as à la question de la migration, de l'immigration en France? Est-ce qu'on doit en faire tout un tas? Est-ce qu'au contraire, c'est une question qui se pose? Et il faut vraiment contrôler l'immigration. Tu vois ça comment? Sans rentrer dans un délire politique. Sans rentrer dans un délire politique, je pense que si les migrants ont décidé de fuir leur pays, ils le font aussi pour une raison. Je pense que de les laisser dans des latences n'est pas forcément une solution. Et que finalement, je pense que certaines personnes, certains migrants déjà peuvent apporter un meilleur travail, une meilleure implication dans le pays dans lequel ils veulent venir, que ce que l'on peut en penser certaines personnes. Voilà. Après, je pense que surtout, il faut pas... en fait, il y a une différence entre traiter les migrants comme des esclaves, et je pense qu'il faut surtout faire la différence entre les deux. Ok. Là, je vais revenir à toi parce que c'est toi qui compte aujourd'hui dans cette émission. L'honneur te revient. Aujourd'hui, si tu devais faire un retour comme ça sur ta vie, est-ce que tu en es satisfaite? 50%? Ouais. Non, je pense qu'on ne peut jamais être satisfait à 100% j'exagère, sur 50%. Non, je pense qu'on referait le monde avec des si. Je suis pas forcément tout le temps satisfaite de ma vie, mais aujourd'hui j'en suis contente. Et je pense que de toute façon, si je devais refaire, je referais sûrement les mêmes erreurs, parce que voilà, je pense qu'il faut toujours être satisfaite de sa vie. Il faut jamais avoir de regrets surtout. Voilà. Et si on a des regrets, faut savoir juste changer ses regrets et voir ce qu'on peut faire. Quel conseil tu donnerais aux gens? Je leur donnerais toujours le conseil de se battre pour eux déjà, Ouais. pour les autres aussi, mais surtout d'être fier de soi et de ne pas avoir de regrets de ses erreurs. Et finalement, quand on se donne les moyens d'eux, on arrive à aller loin. HDO, c'est fini pour aujourd'hui. Histoire de ouf continue évidemment tous les dimanches à 18h. Un nouvel épisode qui retrace l'expérience d'une femme ou d'un homme. J'espère pour vous que que l'histoire d'Alice vous aura inspiré et vous aura apporté énormément d'éléments pour poursuivre votre vie. En tout cas, merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. HD. Oh. Histoire de ouf.